Donc, bienvenue dans cette partie 3 de notre application. Dans cette partie 3, nous allons voir la conception d'un modèle. On va aussi comprendre comment fonctionne la liaison des données, donc les propriétés, les différentes classes, les styles et les événements. Et on aura les directives ngFor, ngIf, ngClass, ngStyle et ngSwitch qui seront appris dans cette partie de la formation. Alors, bien sûr, nous sommes toujours à cet état cohérent. Alors pour faire simple, j'ai créé une base de données avec Firebase. Firebase c'est quoi? Ça nous permet de faire d'avoir une petite base de données directement embarquée sur notre ordinateur. Et en fait c'est Google qui a donc racheté cette société il n'y a pas très longtemps, mais c'est très rapide, c'est très puissant et ça nous permet déjà donc de ne pas faire runner une application directement sur notre ordinateur. Donc ici on va parler dans un premier temps de services pour qu'on comprenne plus ou moins comment va fonctionner, enfin déjà ce que c'est et comment tout ceci va fonctionner. Donc je vais déjà cliquer ma console pour plus de lisibilité. Ce qu'il va nous falloir en fait, c'est donc connecter notre base de données Firebase. Donc dans un premier temps, Firebase, on va l'installer très facilement dans le package design comme c'est le cas ici. Donc voilà, ici après de base je vous le mettrai, donc c'est un npm install basique Firebase qui va se faire sur toute notre application, c'est très rapide. Et voilà. On va attendre qu'il se termine. Hein. Normalement, il est déjà installé, donc ça ne devrait pas poser du tout un souci. Alors, qu'est-ce que c'est un service? Alors, un service, ils ont plusieurs fonctions. Ça peut être par exemple une librairie de méthodes, où on veut mettre toutes les méthodes qu'on réutilise de plusieurs fois, donc pour éviter la redondance. Ça peut être aussi une librairie, en fait, ça peut être aussi un composant qui va nous permettre, enfin un service qui va nous permettre d'interroger une base de données, un serveur, une API ou autre, comme ça va être le cas ici. Donc pour créer un service, il n'y a rien de vraiment très simple. On va faire notre ng generate service. Et à la suite, je mets le nom de mon service. Donc on est bien dans le ShareIt. On va le mettre dans le ShareIt. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre simplement de créer, comment dire, de réunir les services que l'on va réutiliser plusieurs fois sous un même module. En fait, on pourrait faire, et moi je pense parfois j'aime bien faire ça aussi, c'est créer un module pur simplement pour les services. Donc je vais faire un cd de retourner en arrière, refaire mon ng generate, on va dire module service, comme ça il est clair, on mettra tous nos services dedans. Il retourne en arrière, on l'a bien créé. Maintenant je vais donc dans mon service, je vais faire mon ng generate service, ici ce sera Firebase. Donc ce sera toutes les connexions à notre Firebase. Dans notre cas ici, on aura une entrée, mais afin de vous montrer directement la bonne pratique, on va se limiter, on va rester sur le Firebase, vous allez comprendre, comme ça vous distinguerez par la suite les différences avec ce que je vais vous proposer. Donc ici maintenant, si j'y retourne, j'ai bien mon dossier service avec Firebase et ma notion de module service. Bien sûr, mon service actuellement n'est pas encore défini dans mon module. Comme je vous l'ai dit, on importe les modules, on déclare les composants ici et les providers, on les importe les services directement dans les providers. Donc si je fais Firebase service, je l'ajoute ici, je retire ma virgule, je termine par la virgule, ah oui, hop, et je me mets 2 points et tout va bien. Alors, très bien, donc on a bien défini Firebase Service dans nos providers. Maintenant il est en train de râler, il dit il ne peut pas trouver le module ShareIt Service, donc je ne sais pas pourquoi il me l'a mis dans ShareIt. Bon, ça arrive, hein, tout le monde a des erreurs dans la vie. Et voilà. Alors,
Bon, maintenant, on a bien notre module qui a été importé, on a créé notre système Firebase, on va devoir initialiser le service de Firebase. Donc, avant tout, on est dans les services, on va créer un fichier constant pour mettre les clés d'API et autres. Bon, ça, je vais vous retirer le comment dire, Firebase, retirer en fait la possibilité de les faire par vous-même parce que c'est parfois un peu plus chiant. Pour ça, on a un fichier de config que Firebase nous donne directement et qui n'est pas très compliqué. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Alors, ici, je vais exporter une constante avec mes settings et j'ai les différents configurations pour rapporter ma configuration de Firebase. Très bien. Donc maintenant, on a notre Firebase Service. Notre Firebase Service, comme on peut voir, il a un constructeur. C'est déjà en service, c'est déjà de type est créé par la notation injectable, donc on va dire qu'on va injecter. Et c'est une classe normale, comme vous l'avez vu avant. Il possède aussi un constructeur comme nos components, mais on en reviendra par la suite. Alors ici, dans mes constructeurs, en fait, ce que je vais avoir besoin, c'est donc de faire appel à cette base de données. Donc je vais créer une variable qui s'appelle ref. On va comprendre à quoi elle va servir. Elle est private parce qu'au final on va juste l'utiliser dans cette base de données. Ici, donc dans mon constructeur, donc le constructeur c'est quoi? C'est le point d'entrée. Donc quand mon service ou mon composant va être créé, il va être construit. Le constructeur c'est la première instance qui est utilisée à la construction du composant. Donc ici du service. Ici, il va falloir que j'importe, donc je vais faire mon Firebase. Voilà. Simplement comme ceci. Normalement, il est censé râler parce qu'il ne connaît pas le Firebase. Donc pour le faire, on fait un import étoile s Firebase, donc du package. Donc l'import étoile, c'est j'importe tout. Je lui mets en alias pour dire tu t'appelleras Firebase et tu vas me chercher dans le node module package, dans le package Firebase. Ok, donc il faut que j'initialise mon application. Pour cela, je vais aller chercher mon fichier config. Voilà, c'est fait. Je lui donne mon fichier config, donc je vais faire ensuite un firebase.firestore, donc va me chercher tout ce qui est dans mon store de Firebase, et je lui donne mes settings pour qu'en fait il sache qui je suis. Donc si on regarde dans les settings, hein, on lui dit juste le timestamp du snapshot, il doit être à true. Donc on veut vraiment récupérer le timestamp du snapshot. Alors l'import ici est réalisé. On a déjà initialisé notre constructeur. Alors qu'est-ce qu'on a dans notre Firebase? Pour bien comprendre, on a une table qui s'appelle employé, où on a un résultat qui s'appelle client, durée, John Doe et un autre. On peut par exemple ajouter des autres collections là-dedans, test, voilà, donc l'idée de la collection c'est 2, on peut dire ça comme ça, suivant. Donc si je fais ici mon champ, ben, il faut respecter tout ce qu'on a fait, donc nom Collard, on va faire comme ça, prénom Pierre, prénom. Durée, donc la durée c'est à partir de ça fait combien de temps que je suis en mission, on va dire ça comme ça. Ici on va dire 9. Je m'en souviens. On peut enregistrer, donc voilà, on peut voir que on a eu une collection qui s'est faite sur le côté. Ici, hein. Alors, mais le souci c'est que en faisant cette fameuse collection là, l'avantage c'est que ici, par exemple, il va nous renvoyer un objet unique. Tu vois, si je vais ici, il va d'office m'envoyer que ça et je pourrais rajouter autant de champs que je veux. Et c'est pas ce que l'on veut. C'est pour ça qu'en fait, on utilisera donc une collection. Cette collection qui va pouvoir nous renvoyer à plusieurs en fait données. Donc si je vais voir ici dans le 2, donc
je lui ai donné l'ID 2, mais on pourrait faire autrement, enfin. Voilà, donc on a ajouté un champ, ce champ possède mes données ici. Donc voilà, bon, vous comprenez plus ou moins comment ça fonctionne. Ici, je vais recommencer avec vous à 0 pour faire un champ employé. Je veux que mon ID soit généré automatiquement. Oui, oui, pardon. Je fais annuler parce que, hop, on retourne en arrière et c'est parfait. Donc je fais ajouter une collection, je vais faire employé. Voilà. Mon premier champ, ce sera un nom. Mon deuxième champ, ce sera un prénom. Donc le nom, on va mettre John. Voilà. Mon champ, ce sera une durée, donc ce sera un nom. Donc c'est la durée depuis combien de temps il est en mission. Et la compagnie, qui sera Knape. Ok, donc j'enregistre. Donc on a John Doe qui est dans la compagnie Knape et pour une durée de 3 ans. Voilà. Donc maintenant, si dans employé je rajoute un document et je décide de l'appeler toujours nom, donc collage, prénom, Pierre, je lui mets une durée de 3 et une compagnie, c'est toujours Knape. Voilà. Donc là maintenant, j'ai actuellement deux données. Donc j'ai une donnée Knape avec John Doe et une donnée avec moi-même qui est aussi chez Knape. Voilà. Donc on a créé un peu notre base de données, ce qui est, bien sûr, je vous rassure, par la suite on va faire des ajouts, donc on ne devra pas toujours le faire. Mais ici on a créé un modèle de données au final. Enfin, voilà. Okay. Donc qui parle de modèle de données, en fait au final dit que TypeScript, lui, c'est très facile, hein, je vais être honnête avec vous, de pouvoir faire de la merde en mettant un any par exemple. Si on a envie, on peut mettre un type et on accepte tout, mais les bonnes pratiques disent, et il faut vraiment les respecter, il est impératif de créer des modèles. Donc ici j'ai créé un dossier modèle où j'ai mon employé.modèle.ts. Ça va être le modèle de mon employé. Ce sont tous les champs que je désire voir dans mon employé. Donc par exemple ici ça va être compagnie, pardon. Voilà. Alors comment ça fonctionne? C'est aussi encore une classe qui est exportée. Je la crée, je lui dis, elle s'appelle employé. Je vais définir tous mes champs dans le constructeur et non à l'extérieur de mes constructeurs. Donc par exemple ici, je vais dire mon premier champ ce sera l'ID. Il y a un point d'interrogation, c'est-à-dire c'est pas grave. S'il n'y est pas, il n'y est pas. Voilà. Donc l'ID, s'il y est, c'est bien, c'est un nombre. Mais si par hasard on oublie l'information, il va juste pas la référencer. On aura une durée qui est aussi un nombre. Donc ça, c'est typique à TypeScript. On lui donne toujours à notre variable le type, le nombre, le string, par exemple par la suite comme on le voit ici. Et donc là, on a créé notre premier modèle. Donc dans Firebase, maintenant, si je veux simplement accéder à ma base de données comme je vous l'ai montré au fur et à mesure auparavant, dans ce cas-là, j'ai simplement à faire ma classe pour mon appel d'API. Alors, moi j'ai une question à vous poser. Si maintenant ici je vais avoir plusieurs tables, on va avoir donc plusieurs services. On va avoir énormément de champs ici. Donc c'est pour ça qu'on va créer plusieurs services dans ces services. On va déjà créer donc un nouveau folder, ou même pas, on va créer directement un module pour ce service. Comme ça vous comprendrez pourquoi. On va éviter de surcharger le module service tout court. Donc en fait, on va faire un ng generate service, comme vous l'avez vu, et on va l'appeler employé. Module, pardon. Et on va l'appeler employé. Comme ça, c'est bien. Voilà. Donc, si tout va bien, il l'a créé. Donc je vais aller dans employé. Dans employé, je vais faire un ng generate service. Je vais donc créer mon service employé. Voilà. Il a été créé.
Donc j'ai bien un module employé et un service employé. Donc maintenant, je vais déjà déclarer mon service, faites-le toujours directement. Donc je vais créer déjà mon service. Voilà, mon service, je vais appeler par employé.service. Voilà, donc il a bien été déclaré. Maintenant, mon module employé, je vais le donner directement à mon module service, qui me permettra en fait que si je désire avoir plusieurs services dans un autre, par exemple dans un composant, j'aurai juste à appeler service et j'aurai la liste de tous les services. Donc en appelant le module service, j'aurai à ma disponibilité l'entièreté des services. Donc ici je vais faire employé module, je l'ai implémenté. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, on a créé notre premier service qui a donc encore son constructeur et donc toutes les informations dont on a besoin. Pour ceci, je vais faire un donc service. Ah, ah. Ici, je vais faire mon 10.super. Si je me trompe pas, c'est 10.super. C'est simplement super. Voilà. Et voilà. Maintenant, j'ai mon fichier de config. Donc, j'ai juste hérité de Firebase Service dans cette librairie. Et j'ai toutes mes données. Parce que maintenant, si je veux faire 10.ref, je possède l'attribut que normalement j'ai hérité. Alors, isPrivate, c'est pour ça. Donc, maintenant, on va pouvoir le remettre dans notre en public. Voilà. Logique, et voilà, je le possède bien. Donc maintenant, on va pouvoir créer notre tout premier service. Donc pour cela, on va l'appeler get employé, get all employé par exemple, auquel on va lui dire je veux un observable, l'observable qui va attendre en fait il va attendre la réponse, donc il va nous donner cette fameuse réponse en retour, avec mon modèle employé comme sortie. Donc je veux que mon observable, ce soit que des employés qui soient dedans. Donc ce soit un tableau d'employés, je veux que cette réponse soit un tableau d'employés. Si maintenant on me renvoie que en string, il renverra une erreur. Et on passera pas là où on a envie. Je dirais donc que 10 références est égal à Firebase. Firestore collection. Je veux ma collection d'employés. Donc il va pas connaître Firebase et c'est logique. Étant donné que on l'importe. Donc je retourne dans mon service, chercher mon Firebase avec mon alias. C'est normal. Hop. Voilà, donc maintenant il le connaît bien. Donc une fonction ici en fait il râle parce que j'ai pas encore mis mon return, mais je vais mettre mon return. Donc je vais lui dire je te retourne un nouveau observable. Tu vois. Et donc avec mon modèle d'employé, lequel donc je vais regarder dans ma réponse que j'ai eue en fait, que je vais recevoir. Donc je vais faire un observe, mais on va l'appeler résultat. Alors vous pouvez voir ici j'ai mis une double colonne. C'est une bonne pratique de le faire. Je le recommence, c'est plus simple pour la lisibilité.
Donc je veux donc retourner mon observable. Pour cela, je vais faire une fonction en disant que mon résultat qui est plus haut, en fait, on va l'utiliser le résultat ici pour faire un next. C'est-à-dire un point next par la suite, ce qui va permettre en fait d'être sûr que l'on récupère l'entièreté de nos données. Je vous laisse regarder la définition du point next. Donc je vais dire donc cette référence au niveau de mon snapshot. Un snapshot. Ça va être aussi une query. Donc je vais dire voilà, c'est ma query du snapshot. Donc la réponse de cette référence.snapshot, donc il va appeler en fait. Donc là actuellement en faisant le firebase.collection, il appelle la firebase. Donc thisref possède déjà nos informations. On va juste lui dire en snapshot réalise la requête. Il va réaliser la requête et on va donc créer un tableau, une constante parce qu'il ne bougera pas d'employé, qui est en fait un tableau. Voilà. On va lui dire que notre query, on veut parcourir son résultat. Donc ça c'est typique, hein, il vous le fera. On va lui dire que c'est un item. Voilà. Notre item. Donc il va parcourir le résultat de la query. Et on va lui dire, voilà, écoute, je voudrais que créer une constante data qui ne changera pas, qui est de type employé, c'est très important, qui est égale en fait à ce que je suis en train de chercher, point data, point mes données. Parce qu'en fait, item, il a énormément de champs, il a data et autres, mais bon, on s'approche qu'à avoir, on veut juste les données. Donc voilà. Seulement, le problème, c'est que mon objet, comme vous l'avez vu, il n'aura pas d'ID directement, vu que c'est l'ID du document. Dans notre cas, on pourra changer ça par la suite. Hein. Mais ici, on va faire au très basique pour donner l'idée. Doc item, pardon. Item.id. Donc voilà, on va avoir l'ID du document, c'est-à-dire cet ID. Moi, je sais pas pour vous, bon, il n'est pas séduisant, et au final, on s'en tape. L'idée ici générale, c'est qu'on aurait pu mettre en chiffres 1, 2 ou 3. On a bien un ID qui était auto-généré. On s'en fout. C'est juste pour la démonstration. Je vais donc donner à mon tableau employé ça, point push, je vais lui ajouter, donc c'est typiquement JavaScript, lui ajouter l'élément dans le tableau et je vais dire, ben voilà, prends data. Voilà. Donc en toute logique, on a bien mis nos données dans le tableau, parce que j'en suis ici, ok. Donc je suis bien dans mon 10, et je vais lui dire, bon ben voilà, maintenant je veux que mon résulte, point next, employé. Voilà. Je suis peut-être descendu un peu trop bas. Voilà. Je suis descendu un zeste trop bas. Je dois être encore dans celle-ci. Faire cela. Et voilà. Plus qu'à sauvegarder. On est. Alors, comme ça, vous comprenez ce que c'est observable. Next. Donc, les observables, rien de vraiment fou. Je vous l'ai expliqué. Donc, au final, un observable, à quoi ça sert? Ça sert vraiment à créer quelque chose qui va écouter nos objets. Et ici, la méthode next, voilà, donc il dit en fait, ça va nous permettre de recevoir les objets observés, comme on dit, et de publier leur valeur dans l'objet par la suite. Donc voilà, en fait, c'est juste une publication et de nous assurer qu'on a bien tous les champs de mapper. Et voilà, donc au final, on a terminé notre service et tout va bien.
Maintenant, on va tester ce service dans notre composant, parce qu'un service, au final, lui, il va rien afficher. Il va juste demander à notre serveur, à notre API, à notre base de données, de lui fournir les données. Donc pour cela, on va devoir regarder donc dans notre composant. Donc qu'est-ce que notre composant aujourd'hui, comme on peut le voir, on a notre home component qui implémente l'interface init. Si par exemple je retire l'interface init, ici ça va plus marcher parce qu'il fait partie de cette interface. Donc le constructeur, c'est comme je vous l'ai dit, c'est à la compilation. Maintenant, je pourrais très bien faire title. Title. Donc ici, en fait, ayant déclaré ma donnée, ici en ayant déclaré ma donnée title, je pourrais dire title. Donc c'est un 10, pardon, .title égale aneum. Je pourrais le mettre ici. Hop, c'est un choix. Donc voilà. Donc voilà. Je pourrais simplement le faire comme ça. À la construction, ça va aller. Mais Angular n'est pas vraiment d'accord là-dessus, et moi non plus, parce qu'ils nous ont fourni une méthode qui, en fait, après le constructeur s'exécute, c'est le ngOnInit, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, le rendu de notre page sera donné uniquement par le ngOnInit. C'est-à-dire au moment où le du ngOnInit est terminé, on aura le rendu de notre composant. Donc on déclarera nos données dans le ngOnInit. Par contre, le constructeur qui nous servira simplement à l'injection de service, dont le service que l'on va voir par la suite. Donc par exemple, ici, si maintenant je veux injecter le service que j'ai créé, faire mon private employé service, employé service, oui c'est bon. Je vais aller chercher ma référence. C'est employé. Voilà, comme ceci, service. Je fais mon employé service, puis je lui dis, donc là j'ai injecté mon service, on le mettra toujours dans le constructeur du composant, c'est quelque chose qu'il faut retenir, et je lui fais .get all employé. Je vais lui dire, je m'abonne à ton observable, j'attends que tu me donnes cette réponse. Le .subscribe, en fait, il va juste attendre de recevoir une réponse. Parce que sinon, on ne sait pas quand on va recevoir. Donc le subscribe, il va nous dire, voilà, j'ai reçu une réponse. Et la réponse, elle vaut autant. Donc je vais faire mon .console.result. Donc le .subscribe, c'est vraiment j'attends la réponse. Je suis là tant que j'ai pas reçu une réponse, je m'exécute, j'attends. Donc voilà, donc on a bien appelé notre API. Maintenant, si je regarde dans aneum.tpan, normalement ici quand il va se reloader, oui, aussi il faut que je fasse mon ngserve. Hop là. Ça s'exécute. Hein. Voilà, c'est compilé. Donc, je fais mon petit F12 dessus. Et donc, il m'a bien retrouvé mes deux éléments. Alors, on peut voir, hein, il les a ordonnés dans un ordre différent, mais ça n'a pas d'importance au final. L'importance, c'est que notre schéma a été respecté, donc on a bien prénom pour prénom, nom pour nom. Bien sûr, on a une majuscule, mais on n'est pas sensible à la casse. Donc on a bien récupéré, si, on est sensible à la casse, donc on a bien récupéré nos données en fonction du modèle. Mais si je retourne maintenant dans mon employé service, je constate que ma data employé est égale donc, il lui donne donc l'item.data. Il va donc au niveau des différents champs. Pardon. Voilà, si je retourne, il va donc au niveau des différents champs me mapper en fonction du modèle que je lui ai passé. Seulement,
comme vous pouvez voir, et c'est là, où il y a un petit souci, c'est qu'on a eu une majuscule dans prénom à Pierre et nom à Pierre. Parce qu'en fait, en mettant notre modèle employé, on lui a affecté directement nos données. On lui a dit, ben c'est pas grave, toi t'es égal à ça. Or, c'est pas vraiment ce qu'on voudrait, pour être honnête. On voudrait vraiment que notre objet soit ordonné malgré que on puisse avoir une erreur ici. Mais si on commence à faire ça, commence à mettre data.data, ça n'ira pas. Donc, ici, à ce niveau-là, si maintenant je viens à faire en sorte que l'ID est obligatoire, que la durée, elle est obligatoire, que notre nom est obligatoire, ainsi que le prénom, mais pas la compagnie. Donc durée et compagnie en fait ne sont pas totalement obligatoires. Bon, donc il va nous dire qu'il nous faut un paramètre optionnel. Voilà. Donc on met les paramètres optionnels à la fin. Voilà. Donc c'est parfait. Donc voilà. Au final, on a bien passé nos données. On va modifier cette erreur de Firebase. Voilà, on va lui dire finalement, on peut pas, génial. Voilà, on peut pas. Donc attendez, hop, on va supprimer les différents champs. Ici, je l'ai. On était bien. Ok, ici aussi, je vais supprimer ce champ. On va rajouter les champs, donc non, voilà. Voilà. Donc maintenant, si je réexécute, ça devrait matcher. Voilà, donc on a bien compagnie, nom, prénom. Donc il a bien ordonné en fonction de notre modèle, et c'est ce qu'on voulait, les différentes données. Voilà. Donc notre modèle étant maintenant initialisé, on ne jouera plus que sur ce modèle. C'est-à-dire on ne jouera plus que sur les propriétés de notre modèle. On verra par la suite aussi comment refuser certaines propriétés qui ne sont pas dans le modèle, mais bon, actuellement, on va pas être très restrictif. Donc j'ai bien toutes mes données maintenant qui sont affichées. Ces données, qu'est-ce qu'on fait avec? On va les afficher dans un tableau. Donc on va les voir sur Bootstraps. Ils ont une belle petite table. Euh, bien sûr, faut la retrouver. Là voilà. Donc oui, alors ils la mettent dans les contextes. Ok, donc ici on va prendre typiquement une table base où on va la mettre en noir parce qu'elle est un peu plus belle. Voilà, celle-ci elle me plaît, elle est bien. Donc au final, on va prendre cette table-là. On va retourner dans notre vue component. Et on va se positionner ici. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Alors, des tables, on va certainement en définir plusieurs dans l'application. Ce qui serait pas plus judicieux, justement, de créer donc une table où on ajouterait nos différents champs au fur et à mesure. Et ben, dans la logique des choses, on devrait créer en component qu'on le mettrait dans notre DCShare qu'on appellerait table, auquel on lui donnerait les différentes colonnes. Donc par exemple ici, elles sont plus, voilà. Donc notre différents TR, donc par exemple ici, si je me réfère à l'exemple, on va avoir notre premier TR qui va être for class handle, qui va avoir diverses données, et au final, ce serait rien de plus simple que ça. Bon, je vais déjà supprimer parce que c'est deux tables, on a deux tables dans une table. On a deux tables au total, pardon. Voilà. Donc, en toute logique, on pourrait créer donc ce fameux component qui aurait cette interaction pour le réutiliser plusieurs fois, donc économiser du code et toujours avoir la même table, je veux dire, de manière schématique dans l'entièreté de nos applications. Ici, dans le cas de cette démonstration-là, je ne vais pas le faire parce qu'on est en pleine démo, mais je vous encourage vivement à essayer d'isoler le maximum de vos composants pour les réutiliser afin de juste mettre vos lignes dedans et que ce soit directement autogéré. Il n'y a rien de compliqué. Alors, donc dans notre première colonne, on aura ici le nom, le prénom, la compagnie et la durée.
Et là, on se dit, ouais, bah, c'est bien, mais je vois, là, actuellement, je vois que on va mettre nos données en dur. Ah oui, c'est sûr qu'on pourrait faire, aller chercher un objet et les mettre en dur. Ici, dans notre cas, il est judicieux de mettre, d'initialiser, en fait, nos employés. Donc, on va créer une table employés. Donc, qui est notre modèle et qui est en tableau. On va importer notre modèle. Voilà. Exactement. On va dire que nos données, donc 10.employés, en fait, est égal à notre résultat. Voilà. En toute logique, maintenant, si je retourne dans ma vue à la même hauteur, pareil que pour title, je vais pouvoir en fait disposer de ces données. Mais il faut que je boucle. Je vais créer donc une boucle for. Donc c'est le ngFor, c'est une directive. Et je vais lui dire let employé. Donc on crée la variable employé. Cette variable, on va devoir utiliser, donc pour regarder, pour plus d'informations, on va faire ngFor. J'arrive sur mon ngFor. Voilà. Donc si je regarde mon ngFor d'Angular, on va regarder la documentation. C'est pas du tout ce que je voulais. Je vois que ngFor en link pas du tout. Voilà, ngFor. On va aller sur ce site-là, ça va très bien. Donc ngFor, comme vous le voyez, on crée notre variable de notre liste. Donc ici, of notre liste dans notre contrôleur, c'est employé avec S. Et on va lui dire pour ce champ-là, donc je lui mets les moustaches comme plus haut, je vais dire employé point nom. Compagnie. Et durée. Maintenant je sauvegarde, on va voir si tout s'est bien passé. Et voilà, j'ai bien mes données. Donc Aneum possède actuellement le nom, donc on sait que c'est Collard, prénom Pierre, qu'il est chez Knape et qu'il a une durée pendant encore 3 mois. Donc on a commencé cette application, on a appris maintenant ce qui était en ngFor, et c'est ça qui était le plus important dans notre cas. Maintenant, il va falloir que comment dire, l'on boucle sur nos différentes données. Ah non, nous avons bouclé sur nos différentes données, pardon. On va utiliser, donc, je regardais les instances que je devais encore expliquer. On va apprendre le ngIf. Donc, quel est le ngIf? Le ngIf, il est simple. C'est si ma condition fonctionne, alors on l'exécute. Donc, on a un exemple certainement quelque part. Voilà, ngIf hero, sinon. Donc, on fait un. C'est soit, on va dire en ngIf, c'est heroes, sinon c'est loading. Alors moi, pour faire ça, je vais faire simple. Pour montrer cet exemple-là, on va dire qu'en fait, on a une donnée qui va s'appeler loading aussi, qui est en fait un booléen et qui est égal par défaut à false. Il veut aller parce qu'il veut la minuscule. Voilà. Il va râler aussi parce que les normes disent que voilà, on va le mettre avant. Bon, moi je suis très typeux, je suis quelqu'un qui aime bien typer. Dans notre cas, on va dire en entrée que 10.loading est égal à false. Est égal à false, voilà, parfait. Et ici, on va lui dire qu'une fois qu'on aura nos résultats, 10.loading est égal à true. Est égal à true. On va l'appeler isloading. Non, c'est l'inverse. Donc lui, il est en train de runner, il est égal à true, et ici, il est égal à false. Dans ma table, ici, je vais lui dire donc ngIf, et je vais lui dire l'inverse de loading. Donc, si en fait on n'est plus en loading, on affiche les données. Sinon, tr, on dit à l'utilisateur
Bon, là, je fais de l'AngularJS, excusez-moi, mais c'est un réflexe du travail, voilà. C'est vraiment comme ça. Voici. Donc, maintenant, je lui dis ici, ngIf loading, eh ben, je vais marquer le chargement des données en cours. Alors ici, on a une erreur, parce qu'en fait, on ne peut pas mettre plusieurs directives sur la même balise. Parce que sinon, ça risque fortement de surcharger les données et autres que l'on souhaite donner. Alors pour faire simple, on va faire un tbody, parce que comme vous savez dans les tables, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en fait les divs. On peut pas mettre de div dans une table. Voilà. On va regarder notre résultat. On va reloader. Bon, c'est très rapide. Mais il affiche le message. On va un peu truquer le truc pour essayer vraiment de voir comment il se passe. Donc chargement des données en cours, voilà. Hop. Ici, si je mets pas le TD, bien sûr, il marchera pas. Voilà. Je vais lui mettre le TD, ce sera plus simple. Et on va regarder si on a un affichage. Donc ici, je reviens dans mon composant. Je retire le isLoading est à false. Et on va regarder pour s'assurer. Donc on n'a pas de données. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, si je regarde, parce que on va avoir deux tbody qui vont se compiler l'un sur l'autre. Non, c'est bon, j'ai bien fait ça. Parce que ici, en fait, isLoading, hop, si je ne lui mets pas la directive pour lui dire que c'est ce qu'il y a là, ça n'ira pas. Et voilà. De chargement des données en cours, donc ça marchera. Donc si on a une latence, l'utilisateur peut savoir que on est en train de charger la donnée. Donc maintenant je peux revenir dans mon composant et on va lui dire ouais finalement tu load. Voilà. Donc on aura vu ngIf, ngFor. Maintenant on va pouvoir voir le fameux ngSwift, pardon, excusez-moi. Voilà. Je retourne ici. Alors, NZSwitch, pardon, il a l'avantage d'avoir, si dans notre cas, dans ce cas-ci, on a une expression, alors tu fais celle-là. Sinon, tu fais celle-là. Donc on aura plusieurs if en fait. If pour l'analyse d'une des données. Donc par exemple, on pourrait mettre dans notre composant durée. On pourrait mettre dans notre composant durée. Donc on va lui dire ici ngSwitch, pardon. On va lui donner l'expression durée. On va lui dire prends celle-là. Voilà. Voilà. Employé.durée. On va lui dire donc quels vont être nos différents cas, donc somme élément. Donc dans le cas où l'on est, on va faire une div. Dans le cas où l'on est plus petit, dans le cas où l'on est à 3, donc il nous reste 3 mois, on pourrait lui dire il nous reste 3 mois. Non, il reste 3 mois, c'est mieux, il reste 3 mois. Dans le cas où l'on serait à 6 mois, il reste 6 mois.
Et dans le cas où l'on serait à 12 mois, il reste 12 mois. Alors, c'est pas très pertinent, parce qu'au final, on pourrait simplement faire ceci. J'ai un problème avec mon clavier. Voilà. Ceci, lui dire NZ suivre par défaut. Donc on n'a pas besoin de lui mettre une valeur. Et on pourrait simplement faire qu'il reste employé point durée espace moins. Voilà. Et ici on pourrait juste dire que si on a 2, on a 3, ouais non, on a 2, ou à 1, ou maintenant que l'on est à 0, on pourrait dire ici, attention, contacter le BM, attention, prise de rendez-vous avec la compagnie pour renouveler. Il est sur le bench. Voilà. Donc normalement, il nous reste 3 mois. Maintenant, si dans Firebase, je vais éditer ce champ-ci et je le mets à 0, je vais mettre à jour mon champ, uploader, et je suis bien sur le bench. Voilà, donc c'est simple. Mais je suis pas totalement sûr que ce soit pertinent de le voir comme ça. Au niveau de ces couleurs-là, on est quand même d'accord au final que les données sont pas énormément visibles. Donc on voit il est sur le bench. Alors moi ce que je pense, et je trouve ça vachement mieux, ce serait en fait d'ici, on pourrait mettre des classes sur chacun des champs ici. Mais on va faire un peu plus cool et on va faire en sorte, donc on va faire un ng class, de rendre dynamique nos champs. C'est-à-dire que si maintenant j'avais mis simplement ma classe sur la donnée et que dynamiquement je décidais de changer ma donnée, on n'aurait pas. Donc par exemple ici, si je rajoutais un bouton au niveau d'Adneum où on peut directement éditer le lien et qu'il est en rouge parce que je suis sur le bench et que finalement je dis ben voilà il est chez Knape 3 mois, ben en fait il va rester en rouge. Mais avec le ng class, on va lui permettre on va lui permettre. Bon, c'est toujours pareil. Voilà. Mais avec le ng class, on va lui permettre de lui dire voilà. Si c'est le cas, si on a une donnée qui est égale à 3, qui est égale à autre, on lui mettra telle couleur. Donc par exemple, ici, on va lui dire, on va créer une classe dans notre component home et on va lui donner les différentes couleurs. Donc alors, notre CSS il est là, on va lui dire warning. Non, on va lui mettre alerte. Warning. On peut lui dire on va l'appeler no problème. Non, on va l'appeler normal status. Voilà. Et donc, pouvoir le faire ici. Donc, on va définir, on va dire color en alerte, c'est rouge. On va lui mettre en fonte. Oui. À volt.
Ici, on va la mettre en orange. Et ici, on va la mettre en vert. Voilà. Donc on va simplement, donc on a créé donc nos classes. On va regarder cette documentation que ngClass nous donne. Donc ngClass il dit en fait, donc si la variable que tu me donnes elle a true, je ferai false. Sinon second, sinon ce sera false. Donc en fait, on va lui donner une expression et selon l'évaluation de l'expression, il prendra la classe. Donc ça va être simple ici. Je vais dans mon ngClass, j'appelle warning. Non, on va mettre alerte d'abord. Donc je vais dire alerte. Je vais lui dire, comme il est marqué 2 points, pour que j'aille alerte, il faudrait que employé.durée égale 0. Voilà. Donc là, il est en train de râler parce que... Ah oui. Oui, ok, d'accord. Oui, c'est vrai. Donc il faut déclarer ce fameux objet. Si je ne le fais pas, bien sûr, ça n'ira pas. Voilà. En warning, je lui donne employé.durée égale 1. On va lui faire en fait employé est plus grand que 0 et employé est plus petit que 3. Voilà. Voilà. Ici, oui, dans le cas, il n'accepte pas le plus petit. Ok. Donc, on va lui mettre est plus petit que 2. Alors, là, ok, donc, il râle pour autre chose. Donc là, je vais récupérer ma dernière normal status, variable, à laquelle je vais dire, voilà, si employé est plus grand que 3. Voilà, donc en toute logique, sur le bench, j'ai bien entendu un type qui s'est mis en plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu normal status qui est plus grand que 3. C'est logique. Donc en fait, il va passer ici, il va être à 0, puis sinon il va passer à 2, donc il est bien plus grand que 2. Mais sinon, on veut savoir s'il est plus grand que 3. Donc le 3, en fait, au final, il se trouve ici, donc on va faire 1 plus grand ou égal. Et il sera vert. Voilà. Donc on a appris notre ngClass, rien de très compliqué. Jusqu'ici, en fait, on a notre petite application qui fonctionne très bien avec les couleurs qui changent. Donc par la suite, maintenant, on va faire en sorte que quand j'irai dans mon search, j'ai ma table qui change en fonction de mon search. Ce qui va nous permettre en fait d'apprendre les événements et les pipes. Ce sera dans la prochaine vidéo.